Peggy Boucher, bonjour. Bonjour Darius. La femme qui a traversé l'Atlantique à la rame en solitaire, on va parler de ça, l'exploit, l'expérience que vous avez développée depuis lors, l'aventure, la Mhm. femme, l'écologie, la volonté, hein, la volonté d'abord. Et l'audace aussi. Ouais. Le courage, je crois, essentiellement des valeurs fortes et que j'affectionne depuis toute petite. Votre livre, publié aux éditions du Chêne, le titre déjà est un programme, Oser toujours, céder parfois, renoncer jamais. Oui, c'était ma Hein. devise en fait depuis la première traversée et c'est devenu vraiment une sorte de profession de foi que j'essaie d'adopter en tout cas tous les jours et que je partage maintenant avec les lecteurs. Il faut bien savoir de quoi on parle. Hein. À l'origine, 5000 kilomètres, combien de coups d'aviron? 800 000 Ouais. Il faut y aller 800 000 fois. par traversée. Et puis cette volonté extraordinaire, alors cette citation et puis un mot de Sénèque, vous ouvrez le livre par là, il est superbe, hein. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ah non, je crois qu'il y a juste une erreur. Ouais. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Vous l'avez en tête, hein. Elle était affichée dans votre chambre, c'est vrai? Oui, oui, à l'âge de 10 ans, en fait, mon père l'avait fixée. Hein. Je pense qu'il l'a regretté un peu par la suite, quand il a vu le résultat, parce que je pense qu'il a dû imaginer que j'étais un peu trop audacieuse. Mais en tout cas, ça a été une vraie ligne de conduite et j'en suis ravie. Il y a ce moment extraordinaire où vous dites à vos parents ça, hein. Vous êtes une jeune fille normale apparemment, Oui, vous leur a dites, priori. je vais traverser l'Atlantique à la rame en solitaire. Ce moment précis, c'était comment? Ils m'ont simplement répondu tout naturellement, ça t'arrange pas d'habiter à Brest. Ouais. Voilà. À l'époque, j'habitais en Bretagne. Et puis, je pense qu'ils ont été tellement surpris. Déjà que ça soit le choix de la mer, surpris par l'aventure, oui et non, dans la mesure où j'étais fascinée dès toute petite par une émission qui s'appelait Les Carnets de l'aventure. Et j'étais très admirative de ces marins, de ces explorateurs, de ces alpinistes. Et un jour, j'avais dit, je serai une aventurière. Alors, vous arrivez là, vous partez d'ici ou presque ici, hein, vous êtes voisine de la suite à Évian, de Oui, l'autre côté du lac Léman. oui. C'est une attache qui compte. Énormément, puisque je suis revenue après avoir été en Angleterre, en Bretagne. Là, ça fait 3 ans que j'habite à Évian. Uhum. Et j'étais ravie, en tout cas, de redécouvrir ma région natale et puis aussi de retrouver toute ma famille et mes amis. Ça a été votre première école, vous dites le lac, bien sûr, la montagne aussi, hein, ça a beaucoup Oui, compté. oui, oui. Mais plus le lac, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à ne pas voir à passer une journée sans voir mon lac, Ouais. quoi. Je pense Notre comme tout lac. notre lac, où on se dit tiens, on se l'approprie, je crois que c'est le plus beau au monde. Hein. Mais il ressemble en plus tellement sur plein de choses à la mer. Il a des couleurs presque électriques, des lumières insensées. Et il change en permanence. Il vit, quoi. Il s'époumonne sur les côtes, il respire. Il est magnifique. On reviendra à l'océan tout à l'heure. Vous avez survécu dans l'océan dans des conditions extrêmes. Quand on a vécu la brutalité de l'océan, le lac, c'est jamais ennuyeux. Oh non, jamais. Ouais, j'habite juste à côté. Je me lasse jamais, quoi. C'est Hein. un spectacle incessant et ouais, qui me ravit en tout cas chaque jour. Vous dites de très belles choses sur les beautés de la Suisse romande et du lac Léman en particulier, hein, l'île de la Harpe. Oui, oui, j'aime beaucoup ces coins. Mais en plus, j'aime beaucoup parce que par période anticyclonique, on voit quasiment pas la côte Hein. en face et on a l'impression de retourner, ou en tout cas, au bord de l'océan. Et puis, j'aime beaucoup ce lac parce qu'il y a une navigation qui est assez difficile, qui est assez pointue. Et j'aime ce côté aussi rigoureux. Et j'aime aussi tout l'esprit qu'il y a par rapport au lac, quoi. Donc, Peggy Boucher, le lac, la volonté, apparemment tout va bien, jeune, belle, vous avez tout pour vous, hein, franchement, je veux dire, il y a difficilement, c'est difficile de faire mieux, mais c'est pas du tout l'optimisme, Béa, vous avez failli mourir, vous étiez très proche de là, 98, première tentative de traversée, et tout près de à 130 km, je crois, hein, de ouais, 130 l'arrivée, km la veille de l'arrivée. ouais, vous êtes renversé. Après 79 jours de mer et 5500 km. J'ai été ravie et j'avais également hâte d'arriver. Hein. Et au moment où je sors les avirons, j'avais des creux qui étaient entre 7 et 8 mètres, une mer extrêmement formée. Et à ce moment-là, j'ouvre le panneau de pont et il y a une déferlante qui arrive par le travers. Le bateau se retourne et je reste coincée sous l'embarcation. Et là, j'étais restée pendant près de 9 heures en survie, Ouais. donc dans des conditions extrêmement difficiles où j'ai côtoyé la mort, puisque personne, aucun secours venait me chercher alors que j'étais à quelques encablures, en tout cas de l'arrivée. Donc là, j'ai vécu le cauchemar, puisque peu de temps après, je suis restée coincée avec la ligne de vie sous l'embarcation, dans l'incapacité totale de remonter à la surface.
Et j'ai dû me battre, j'ai dû reprendre mes esprits, garder mon sang-froid et remonter. Vous racontez dans votre livre de manière vraiment très poignante ces quelques heures qui sont vraiment une scène de film. Hein. Il y a les requins, vous êtes là sur votre bateau en situation assez instable, il y a les requins qui commencent à être autour. J'avais 2 requins de 4 mètres qui s'intéressaient à moi. Donc si j'avais plus beaucoup de, de chair, parce que j'avais perdu pas loin de 15 kilos. Et ça a été, en tout cas, ces 9 heures, un véritable combat. Et je crois que pendant 79 jours, quand on se bat, quand on persévère pour atteindre son but, on ne peut pas se laisser aller pendant ces 9 heures. Donc j'ai appris à conserver tout ce courage et à aller de l'avant et en me disant, de toute façon, je vais m'en sortir. Pour moi, c'était impossible que je ne sois pas survivante. Vous voyez le temps tourner, hein, c'est le jour, vous dites, si la nuit tombe, c'est fichu. Oui, parce que je n'étais pas sûre que les secours me trouvent avant la nuit. Et comme j'avais perdu beaucoup de poids, j'étais très épuisée de ces 9 heures en survie. Donc, ça a été des moments très forts et à la fois dans une difficulté qu'il fallait encore surmonter. Mais pour moi, c'était un compte à rebours, mais j'étais toujours dans la recherche de solutions. Donc, je me suis dit, si le bateau sombre, chavire, parce qu'il y a trop d'eau à l'intérieur, il est trop lourd, il faudra que je crée une sorte de radeau avec les avirons qui étaient en carbone. Donc, j'avais déjà préparé, en tout cas, une issue dans mon esprit. Il y a des grands marins que vous admirez qui se sont noyés dans des conditions parfois absurdes. Hein. C'est souvent absurde, les accidents. Bête. Quand on voit Tabarly qui tombe à l'eau en pleine nuit, je veux dire, c'était le pionnier dans l'histoire maritime. Et tomber à l'eau si bêtement, je trouve que c'est une fin triste. À cet instant-là, vous vous dites, ça peut m'arriver, vous l'excluez complètement? Bien sûr, je l'ai pensé, je me suis même vue dans les films, quand on voit un pauvre type sur une île déserte qui essaie de se remémorer un peu les instants forts de sa vie. J'avais 24 ans, je me suis dit, bon, la vie est quand même assez courte, donc je n'ai pas non plus beaucoup d'instants qui étaient très, très, très nombreux. Et puis, j'essayais toujours, en tout cas, de conserver cet optimisme. Et j'ai gardé toujours, en tout cas, un peu d'espoir. Il y a un moment où vous plongez, parce que la cabine est complètement immergée, ou presque, pour aller chercher les fusées de détresse. Oui. Vous les tirez. Et là, en fait, feu d'artifice. Feu d'artifice, j'ai l'impression que c'était la fête nationale. Et là, en fait, j'ai eu l'avion qui m'a repéré, qui a volé juste en dessus. Et là, ça a été un moment de grâce, quoi, où là, je savais que j'étais sauvée au bout de ces 9 heures. Même là, c'est pas fini, hein, parce qu'il y a un énorme bateau qui fait 20 mètres de haut, qui vient finalement vous chercher. Le simple fait de monter jusqu'à la passerelle, c'est très compliqué, ça dure encore. Hein. Oui, la récupération a duré près de 4 heures. Donc, je pensais qu'en apercevant le cargo, je pensais que ça y est, j'étais enfin sauvée. Et cette récupération était très difficile, parce que la mer étant formée, et le bateau étant peu manœuvrable, parce que c'est un bateau qui faisait pas loin de 280 mètres de long. Donc, c'est pas un petit bateau de plaisance. Et il a fallu, en fait, en plus le capitaine n'était pas du tout, c'était sa première manœuvre de secours. Pour moi aussi. Saisissant, vous êtes face à face, vous avez les larmes aux yeux, c'est son premier sauvetage. Oui, et puis il me prend dans ses bras et il m'a dit, mais on a votre embarcation qui est sur tribord, la mer est trop forte, on ne peut pas la récupérer. Mais il dit, depuis combien d'heures vous êtes en mer? Je dis, ça fait 79 jours. Il m'a regardé, mais il m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, j'ai traversé l'Atlantique à la rame. Il m'a prise pour une extraterrestre, il m'a dit, venez dans la cabine, ça ira beaucoup mieux, on va boire un coup. Ouais. Vous êtes survivante, vous en tirez une expérience de vie, de philosophie, parce qu'après ça, vous repartez. Hein. Exactement. Parce que pour moi, ça me semblait presque comme une évidence. Pas sur le moment, parce qu'il a fallu digérer ce qui était une sorte de victoire inachevée, parce que l'Atlantique, ce n'est pas une ligne de départ, une ligne d'arrivée. J'avais parcouru ces 5500 kilomètres. Et il me manquait ces 130 km. Et ces quelques kilomètres qui me faisaient défaut, en fait, c'était les plus durs, mais aussi les meilleurs. Vous écrivez de très belles pages sur l'échec. Hein. Vous dites surmonter l'échec, même pour vous, ça n'a pas été si facile. Vous pleurez hein, au moment où vous dites je vais repartir. Vous pleurez. Parce que je pense qu'il faut le digérer. J'avais besoin aussi de le nommer. Donc j'ai eu besoin de 6 mois. Et puis, quand j'ai pris la décision de repartir, je voulais que ça soit une motivation à 100%, et non pas une décision qui soit prise par défi, par dépit, ou pire, par défiance. Donc, j'avais besoin d'être prête. Et à l'issue de ces 6 mois, quand je me suis sentie prête, c'est vrai que j'en ai pleuré pendant 3-4 jours, parce que je savais dans quoi, à nouveau, j'allais m'engager.
Et je savais que j'allais avoir peur, que j'aurais du stress quotidien, que j'allais être anxieuse, qu'il pouvait arriver aussi le même incident que la première fois. Mais pour moi, ça me semblait indispensable de finir ce que j'avais commencé. La part de volonté, la part de physique, on vous regarde, hein, vous êtes apparemment frêle. Non, mais traverser l'Atlantique à la rame, ça paraît tellement martien. Vous avez perdu 15 kilos Oui, dans toute l'aventure. oui. Bah, peut-être pour vos téléspectatrices, ça peut les intéresser. Ouais. Pendant 2 mois et demi, une petite vue sur la mer et 15 kilos de moins, avec un bronzage assuré. Mais ça dit la puissance sur soi-même, hein, la volonté sur soi-même qu'il faut. Et je crois que la part de physique tient une part très infime. Je pense qu'on est dans l'ordre de 10%. Le reste, ça se passe dans la tête. Je veux dire, on est dans le mental. Donc tout se passe à l'audace, à la pugnacité, à la combativité, à la persévérance. Et je trouve qu'il y a une vraie noblesse dans l'effort. Et ce qui m'avait plu dans cette aventure, il y a à la fois un côté très rustique, parce qu'il y a un rapport à la mer qui est presque ancestral. Quand on traverse sur un bateau à rame l'Atlantique. Et à la fois... oui, c'est cette espèce d'effort et puis à la fois cette espèce de magie, quoi, ou à la fois du solitaire, où on s'imprègne des éléments, ils nous laissent passer, il y a une vraie communion et ça m'avait énormément plu. L'histoire commence apparemment normalement, Évian, études de droit, Oui. parcours assez classique. Hein. Vous vous battez, hein. Il y a des moments par exemple où pour gagner un peu d'argent, vous allez éplucher des brocolis. C'est une très belle scène ça, parce que vous dites d'abord respect pour les gens qui font ça toute leur vie. Oui, oui. Vous avez un rapport avec eux qui est étonnant. Bah, j'ai toujours, moi, ça m'a toujours fasciné, des métiers, surtout c'est pas en général le travail à la chaîne, c'est ce que j'avais fait pendant 15 jours, c'est pas des métiers qu'on choisit, donc c'est toujours des métiers qu'on subit. Et je trouvais qu'il y avait une vraie dignité silencieuse, quoi, chez ces personnes. Il y a à la fois ce non-dit et puis cette contenance, mais toujours de rester droit. On sait pourquoi on travaille, on sait qu'il y a un salaire, personne ne prend de plaisir. Mais en tout cas, on reste digne. Et je trouvais que c'était très respectueux. Et c'est vrai que c'était un vrai travail, parce que un vrai travail sur soi, parce que je me suis dit, je pense que ça ne sera jamais plus difficile d'être à la chaîne que de traverser un océan. Donc, j'avais en tout cas beaucoup de respect et d'humilité face à ces gens-là. L'idée de l'aventure, elle est là, elle vous habite très tôt. Il y a des modèles comme ça, Florence Artaud. Ella Maillard, ça ramène à la Suisse. Ça a été un de vos modèles. Hein. Oui. Moi, j'aimais bien en plus ce côté pionnier. Je trouvais que le côté féminin dans un domaine qui était quand même rude, des milieux hostiles, et en plus l'aventure c'est quand même assez masculin, donc on pense que c'est relativement physique. Et on découvre justement à travers ces lectures-là que les femmes ont un esprit, sont très tenaces, elles sont très déterminées toujours, très audacieuses. Et on comprend aussi pourquoi on les admire tant dans plein de domaines. Femmes et garçonnes, hein, vous racontez que vous avez toujours eu un côté garçon, vous battez parfois un petit peu à l'école, etc., tout en assumant complètement la part femme. Oui, bien sûr, mais comme je dis dans le livre, en fait, on me dit garçon manqué, je dis non, fille réussie. Mais ça me semble... Mais j'ai toujours été, j'ai toujours été qu'avec des garçons à l'école, parce que j'aimais bien tout ce qui était sport, j'étais plus Playmobil que poupée. Et j'aimais bien la franchise à la fois, et puis ce côté combat que j'avais avec les garçons. Et c'est vrai que les filles, c'était plus le côté un peu copinage, un petit peu côté drago qui me plaisait un peu moins. Aujourd'hui, vous racontez votre aventure, on va en parler dans un instant, hein, notamment dans les écoles, etc. Parfois, les gens ont de la peine à y croire. Il y a des très jolis échanges. Je crois que c'est un médecin qui vous dit que ce n'est pas possible de survivre avec 1000 calories dans les derniers jours. Et vous répondez statistiquement, les femmes ne traversent pas l'Atlantique à la rame. Ça, c'est votre tchatch. Hein. Vous avez un sens de la répartie qui correspond au sens de l'action. Hein. J'aime beaucoup, j'aime bien l'entretenir, mais je crois que j'aime avant tout l'humour. Donc, ça me semble tellement indispensable dans le quotidien. Et je le cultivais notamment pendant les traversées, parce que j'avais pris des ouvrages, les pensées de Frédéric Dard, les pensées d'Alphonse Allais, et ça me permettait de désamorcer bon nombre de situations grâce à l'humour. Alors, l'humour, la musique, hein, ça, c'est des moments assez surréalistes. Vous écoutez, je ne sais pas quoi, du Goldman. Oui, du Goldman, du Gainsbourg. J'étais assez variété. Et puis d'un coup, je peux écouter de la musique électronique. Mais en fait, ce qui me plaisait, c'est de me focaliser l'esprit sur autre chose que sur ce que j'étais en train de faire. Et ça me permettait de m'évader et puis de voyager, d'apprendre une chanson par cœur que je pouvais écouter pendant 50 fois de suite.
Est-ce que des gens comme vous en gênent? En plus, vous citez dans votre bouquin Churchill, vous citez Benjamin Franklin, vous citez des gens qui ont cette capacité de rebondir qui est hors norme. Alors vous dites l'humour, etc. Il y a un gêne en plus? Je sais pas, je pense que ça vient peut-être de l'éducation Hein. que j'ai reçue avec ma sœur. On a toujours été élevés avec la culture de l'enthousiasme, avec toujours de l'audace, du courage, et toujours aussi dans le sens du partage, mais également d'une façon qualitative. C'est-à-dire que mes deux parents travaillaient, ils n'avaient pas vraiment le temps de s'occuper tout le temps de nous, le soir comme le week-end, mais le peu de temps qu'ils nous laissaient, c'était toujours intense. Donc c'était aussi bien d'aller faire du bateau sur le lac avec une petite barque, que d'aller au ski, que d'aller aux champignons. Et on aimait beaucoup ça parce que nos parents nous apprenaient à découvrir la nature. Il y avait un vrai rapport, quoi, donc, à la terre. Et je pense que ça, on a su le conserver. Vous donnez des recettes d'action, des recettes de vie. La solitude, par exemple, hein, vous l'avez vécu alors à l'extrême pendant votre expérience. Vous dites que c'est très important de savoir être seul. Oui, je crois que c'est très important, c'est aussi de savoir cohabiter avec sa solitude. Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on la fuit, cette solitude, et on a peur de se retrouver confronté à elle. Quand on voit quelqu'un dans un restaurant qui est tout seul, on se dit forcément qu'il n'a pas d'amis. À aucun moment on pense ou on imagine qu'il l'a choisi, cette solitude. Donc on a toujours une idée plutôt négative, et on apprend toujours en étant seul, je ne dis pas au quotidien, hein, mais en ayant des moments de solitude, des moments à soi, on apprend à se recentrer. On apprend à se réadapter, on apprend à se réapprivoiser et aussi à définir à mieux se connaître également, quels sont vos freins, quelles sont vos motivations. Donc ça, je pense qu'on gagne un temps fou en sachant identifier tous ces instants. Les très grandes sportives, les femmes qui se surpassent, on a souvent des clichés hein, de personnes très austères, très obsédées par leur forme, etc. Pas vous, hein. Vous avez un côté jouisseuse de la vie. Je suis une épicurienne de la Ouais. vie. Alors, il y a beaucoup de pages étonnantes où vous mangez. Par exemple, vous aimez manger, vous citez plein de recettes qui rapprochent de la Suisse également, la saucisse au chou. Ah oui, moi j'adore. En fait, j'aime manger, mais j'aime pas cuisiner. Ouais. Mais ah oui, j'adore. Je suis gourmande et gourmet. Ça fait partie de vos conseils de vie. Enfin, dans les derniers chapitres, Oui, bien sûr. vous dites jouir de la vie. Il ne faut pas du tout s'en retenir. Ouais, non, mais déjà, on a suffisamment de contraintes dans la vie. Je ne vois pas pourquoi on s'en rajouterait un peu plus chaque jour. Donc, le côté épicurien me convient tout à fait, et à la fois ce côté plaisir du quotidien. Ça peut être des choses toutes simples, ça peut être d'écouter de la musique, ça peut être aussi s'émerveiller, parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on n'arrive plus à s'émouvoir devant un paysage. On le regarde un peu comme si on regardait un catalogue. Donc, on oublie l'émotion. Et je pense que c'est toujours intéressant d'aller la rechercher pour montrer qu'on est vivant, quoi, à l'intérieur. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut plus que jamais pas se contenter d'exister, mais vivre. Et ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Peggy Boucher, votre expérience est hors norme. Aujourd'hui, vous en tirez ce livre. Il y a des projets aussi hein, en matière d'écologie, de maîtrise de l'écologie. Vous avez beaucoup de projets. On a des projets en fait maritimes notamment. Donc, on travaille sur le bateau du futur. Et le but, c'est de développer des applications qui seront directement destinées à l'industrie du nautisme, de la plaisance, de la pêche, aussi du transport de marchandises et de passagers, de façon à optimiser aussi bien les consommations d'électricité, d'énergie, travailler aussi sur l'éco-conception. Donc autant de sujets d'innovation qui nous tiennent à cœur. On voit aujourd'hui plusieurs projets qui vont dans ce sens. Évidemment, l'avion solaire, Bertrand Piccard, vous suivez aussi ça? Oui, oui, bien sûr. On a eu l'occasion de se croiser à plusieurs reprises et c'est vrai que je partage à la fois l'esprit d'aventure de Bertrand et à la fois sa philosophie de vie. Je trouve qu'il y a une vraie éthique dans ce qu'il fait et à travers aussi ses paroles. Alors, ce sera une grande année de l'écologie, la conférence de Paris en décembre sur le climat. On voit qu'on tâtonne dans ce domaine-là. Dans ce type d'expérience, ce que vous faites vous, ce que fait un Piccard, qu'est-ce qui est prometteur? Qu'est-ce qui commence à être presque utilisable par le grand public? Oh, je ne peux pas parler à la place de Bertrand, mais je crois qu'il y a déjà la mentalité à changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'écologie, quand on parle d'environnement, on s'attarde plus sur les solutions qu'on apporte. Avant, il y a encore quelques mois ou quelques années en arrière, on s'attardait sur les problèmes, on s'attardait sur le climat anxiogène. Et je trouvais que ce n'était pas très bon, parce que ça stigmatisait et je pense que ça diabolisait aussi tout ce qui a affaire à l'écologie. Et là, on arrive avec des solutions.
Et je trouve que c'est le côté vraiment optimiste de la chose. Et moi, j'adore l'innovation technologique. Tout ce qui regarde vers le futur, tout ce qu'on peut développer, je trouve que c'est quelque chose d'ambitieux et à la fois de plein de rêves, quoi. Vous avez l'air tellement heureuse, vous êtes toujours heureuse comme ça? Mais j'essaye. Ouais. Il paraît que c'est bon pour la santé. Ouais. Il y a eu des bas quand même, j'imagine. Bien sûr, mais je crois qu'il faut toujours se projeter en vainqueur. Moi, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est-à-dire que c'est important pour moi d'avoir un cap, de m'y tenir et de me concentrer en tout cas dessus. Et puis, j'ai toujours, je donne des conférences auprès des entreprises, je donne toujours de l'exemple de deux personnes qui sont sur le départ du 110 mètres haies. Il y aura deux catégories. La première personne va se focaliser sur la ligne d'arrivée et la seconde va déjà voir la première haie comme un obstacle. Et en fait, on se dit fort aisément, en fait, celle qui va arriver, en tout cas en premier, ça sera certainement celle qui va se focaliser sur son cap et sa ligne d'arrivée. Je pense qu'il faut toujours muscler, il faut toujours entretenir, en fait, cette espèce d'enthousiasme. Vous adorez les citations, hein. Il y a des mots d'Alain qui sont très beaux. Le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Vous citez Benjamin Franklin, la motivation, c'est quand les rêves enfilent leurs habits de travail. Le moment où on s'y met, parce que tout le monde a des rêves, hein, tout le monde aimerait faire ceci ou cela, mais le saut, c'est souvent ce qu'on ne fait pas. Comment vous faites? C'est la décision qui est toujours la plus difficile, mais je crois qu'il faut aller au-delà. Il y a une différence entre la volonté et la velléité. Velléitaire, il y en a plein les rues. On les tous. Ceux qui passent à l'acte, ça demande une certaine dose de courage. Mais je pense y a une chose qui est extrêmement importante, c'est quand on se lance, il ne faut surtout pas avoir peur d'échouer. Je pense que c'est ça le secret. Donc, il n'y a pas d'erreur, quoi. Il y a juste des façons de mal l'appréhender et le gérer. Et ma sœur et moi, on a toujours été élevés dans cette culture où l'erreur, en fait, n'était qu'une partie de l'expérience, quoi. On n'a jamais vu l'erreur comme un obstacle. On savait, quoi qu'il arrive, on pouvait tomber, ce n'était pas un souci, on allait se relever et on continuerait. Est-ce que vous vous revoyez aujourd'hui encore dans la situation où vous êtes sur votre bateau, apparemment sans espoir de survie au milieu de l'océan? Oui, mais j'avais toujours de l'espoir. Mais je suis contente, disons, je suis même plutôt contente avec du recul que ça soit fait en deux fois, parce que ça me permet aussi d'humaniser l'aventure. Je pense que si j'avais réussi du premier coup, on aurait presque dit, tiens, c'était trop facile. Et le fait d'échouer, je pense qu'on se dit, bah, tiens, en fait, c'est pas une superwoman, c'est une femme comme les autres, qui est issue quand même du bord du lac, Léman. Il n'y avait pas vraiment de lien avec la mer. Et puis, le fait d'avoir ouvert une voie aux femmes, ça m'a bien plu aussi. Donc, ces côtés pionniers m'a toujours inspirée. Peggy Bouchet, on vous livra aux éditions du Chêne. Osez toujours, cédez parfois, renoncez jamais. C'est une collection de conseils, de citations, mis à part le récit de votre aventure qui est tout à fait hors norme. On citait Sénèque au début. S'il fallait retenir un mot, un conseil que vous donnez, j'imagine le nombre de femmes qui vous regardent en vous disant « moi aussi », vous donnez quoi comme conseil? Je pense, s'il y en a un, ça sera à chacun son Atlantique. À chacun son but, à chacun sa destination, mais surtout, ne jamais baisser les bras. Agissez comme s'il était impossible d'échouer. Je pense que c'est ça. Dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, dans votre quotidien, avec vos enfants, avec ses parents. Mais toujours agir comme s'il était impossible d'échouer. C'est brutal l'Atlantique, hein. Vous l'avez vécu, vous êtes colleté avec l'Atlantique. Nous, modestement, quand on fait un petit bout de canotage, quand on survole l'Atlantique même, hein, c'est frappant, cette espèce de brutalité de cet élément de l'océan. Ça vous a fait peur? Non, parce que pour moi, c'était presque une évidence que j'allais y arriver. Donc, comme je m'étais conditionnée, je m'étais motivée, que je m'étais bien préparée pour, j'avais aucun doute quant à ma capacité à arriver de l'autre côté. Mais je crois que ça a été le fruit aussi d'une longue préparation. Et je crois qu'il faut, dans la vie, il faut aussi avoir de l'ambition, donner de l'ambition à ses rêves. Voilà peut-être aussi un autre conseil que je prodiguerais aux femmes et aux hommes, évidemment, mais toujours voir grand, avoir une vision panoramique à la fois de sa vie, de ses rêves, et puis se faire plaisir, donc pas vivre en regardant simplement juste devant, toujours regarder en tout cas la ligne d'horizon et regarder son phare. Merci Peggy Bouchet. Merci Darius.